Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. Merci de nous rejoindre pour cette série d'été. On va se régaler en compagnie de Guy. Bonjour, madame, mademoiselle, monsieur, ça fait 5 ans que vous nous écoutez, vous êtes toujours là, merci à vous. Ce jour où on enregistre cet épisode, ça fait exactement 5 ans qu'on a publié notre épisode 0 sur l'internet. Et c'est toujours les mêmes personnes au rendez-vous. Au micro, c'est Marc et je vous rejoins avec Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Bon anniversaire alors. Bon anniversaire mutuel réciproquement et surtout, je le dis à tous nos auditeurs, un grand merci à Marc, sans qui ce podcast n'existerait pas. C'est lui qui a eu, je dirais, l'étincelle, c'est lui qui m'a convaincu et c'est lui qui s'occupe de toute la partie technique et commerciale. Donc un grand merci à lui aussi. Et merci à Guy, sans qui ce podcast serait ennuyeux à mourir. Je ne suis pas irremplaçable, donc... Oui, mais c'était quand même très intéressant. Oui, voilà. Donc, on va commencer une série de l'été, et cette année, tu avais voulu choisir comme thème les tapas. Oui, j'ai voulu choisir les tapas parce que, comme nos auditeurs peuvent s'en rendre compte, chaque année, c'est un peu comme l'année du zodiaque en Chine. Chaque année, il y a un animal différent dans le zodiaque. Et bien, nous autres, chaque année, on essaie d'avoir un sujet différent pour passer l'été avec, si possible, une connotation qui soit estivale, évidemment. Alors, justement, cet été va être particulier parce qu'on a eu ces événements, une importation chinoise qui a mal tourné, si je puis dire. Et qui, oui, on va dire ça comme ça. Qui nous a gardés occupés d'une différente façon. Donc, on a fait ces lives quotidiens dans lesquels... Avec de bien vilaines conséquences, évidemment, pour tout le monde. Oui. Donc, j'espère que vous êtes tous sains et saufs et que vous avez cuisiné chez vous, bien comme il faut. Et que vous nous avez écoutés à l'occasion de ce confinement. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer l'été de manière conviviale au jardin en respectant nos distances de sécurité, c'est ça ? Dans un premier temps, je pense qu'il y aura encore des normes. Alors, on est en train de vous parler, évidemment, depuis la fin du mois de mai. On espère que progressivement, au mois de juin et puis forcément juillet, août, les normes de sécurité vont être revues, on va dire, à la baisse, que les gens vont pouvoir de nouveau se retrouver sans avoir une contingence de nombre ou de distance. Espérons que ça aille comme ça. Nous ne savons pas à quel moment vous allez écouter notre podcast, mais on espère qu'au moment où vous l'écouterez, vous n'aurez plus toutes les contraintes qu'il y avait encore à la fin du mois de mai. En tout cas, ici, chez nous, ils viennent de lever ça à partir de demain, du jour où on enregistre. On peut se réunir à, je crois, c'est maximum 6 personnes. Ça peut être de ménages différents, mais du moment que c'est à l'extérieur, donc ça peut être au jardin. Donc je me dis, ça va être barbecue ou garden party, ou pourquoi pas apéro magistral. Bon, et il faut reconnaître que les tapas, ce sont des accompagnements idéaux pour les apéros, mais pas que pour les apéros, pour faire quasiment, je ne vais pas dire quasiment, je vais dire pour faire tout un repas finalement, tout un repas, que ce soit en soirée ou en journée, évidemment. Voilà, parce que, excuse-moi, avec les quelques Français qu'il y a dans le quartier, parfois on se fait des apéros et finalement après on ne mange plus parce que tout le monde apporte tellement que ça se mue comme ça en repas tapas. Et puis alors du coup on n'a plus faim après, donc finalement bien sûr. Ça dure toute la soirée. Est-ce que c'est comme ça qu'ils les mangent en Espagne ? Alors, pour ça, il faudrait peut-être définir un petit peu ce que sont les tapas, justement. Parce que dans ma tête, ça vient d'Espagne, non ? Les tapas, ça vient d'Espagne et c'est un mot. Alors, ça vient d'Espagne et c'est un mot espagnol. Alors, l'origine du mot tapas. Alors, tapas, c'est un mot de sexe féminin, de genre féminin. On dit une tapa, mais on parle généralement de tapas au pluriel parce que quand on n'en sert pas qu'une de tapa, on en sert plusieurs, donc ça devient des tapas. Ça vient effectivement d'Espagne et puis ça s'est répandu dans le monde depuis, on va dire, une bonne quarantaine d'années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, au niveau des tapas, d'où vient l'origine étymologique ? Derrière, il y a un verbe. Et le verbe qui est à part a des significations qu'on pourrait traduire en français par boucher, couvrir, protéger, occulter. Rien à voir avec taper. Ça n'a rien à voir avec taper. Non, Okay. effectivement, ça n'a rien à voir avec taper. Donc, je reviens donc à la signification. Boucher, occulter, couvrir. Mais couvrir quoi, boucher quoi ? Alors, il y a plusieurs légendes qui tournent, je dirais, autour de ça. Et les Espagnols eux-mêmes les racontent. Les tapas, ça viendrait finalement
d'une légende qui est royale, hein, comme beaucoup de plats en cuisine et qui remonte quand même, allez, au Moyen Âge, au XIIIe siècle. Alors on raconte qu'un roi qui s'appelait Alphonse de son prénom, qui était, numéroté le 10e et qui était dit le Sage, donc ça dit beaucoup de choses. On dit que ce roi-là Alphonse souffrait X. Alphonse X, voilà, hein, que ce roi-là, souffrait. Bon, on ne dit pas de quoi évidemment, hein, et alors les médecins de l'époque lui ont prescrit de boire du vin. Alors heureux homme, hein, à qui la médecine dit qu'il faut boire du vin, de manière à se Le, soigner. le traitement n'a pas dû être trop difficile Je dirais que maintenant ce serait à plutôt l'inverse. On administrer. dirait: «Attention, n'abusez pas de vin». Bon, à l'époque, on lui a conseillé de boire du vin. Alors comme un médicament se prend toujours à jeun, notre roi était tenu de prendre son remède à jeun. Alors vous imaginez bien que boire du vin alcoolisé, même s'il l'était peut-être un peu moins à cette époque-là que maintenant. Bon, boire du vin à jeun, c'est quand même pas l'idéal Au et lever du lit, oui, effectivement, on ça peut doit tous être. s'en rendre compte. Oui. Alors, on connaît aussi tous les méfaits ou les influences que l'alcool peut avoir, sur une personne à jeun, hein. On sait bien que boire un verre de vin à jeun, donne évidemment beaucoup plus d'effet. Donc il s'était quand même rendu compte, le brave roi, Alphonse X, qu'il ne fallait pas boire le vin à jeun, mais qu'il fallait manger un petit truc en même temps. Donc, on lui servait non seulement, le vin, mais alors il avait également demandé à ce qu'on lui serve ce qu'on appellerait des amuse-gueules, donc des petites choses qu'il pouvait grignoter en même temps qu'il prenait son 1er vin, de la journée. Alors à un moment donné, après ce Il a régime-là, inventé l'apéro, en fait. il a inventé l'apéro, mais au pied je dirais au saut du lit, quoi. L'apéro à 9 Hein? heures du matin. Voilà. Alors bon, l'histoire nous raconte, qu'il s'est rétabli, le brave roi Alphonse Ah, donc X. ça a marché le traitement. Ça a marché, mais alors il a donné comme information, à tous les châteaux, de son royaume, de la Castille, puisque c'était en Castille qu'il était, eh bien que, on devrait dorénavant accompagner tout verre de vin avec une petite ration de nourriture, hein. Il paraît-il que ça a été, fait pour, minimiser donc les besoins, les affectations que l'alcool pouvait avoir. Ça, c'est la première légende et puis alors il y a d'autres versions et je ne fais ici que lire finalement ce que je trouve sur le net, hein. C'est un autre roi du nom d'Alphonse XIII cette fois-là. Un Alors il est autre beaucoup Alphonse. oui, justement et ça on pense qu'il y a peut-être une confusion comme ça entre les rois Alphonse. Celui-là est beaucoup plus proche de nous puisqu'il est mort en 1941 donc voilà. Alors il se trouvait à un moment donné arrêté dans une auberge du côté de Cadix. Alors Cadix évidemment c'est le plein sud de l'Espagne, c'est l'Andalousie et si vous avez vu, pour ceux qui ont vu le film de Louis de Funès, La folie des grandeurs avec, Don Sallustre Ah qui oui. s'en va, ignoblement récolter l'argent auprès des plus pauvres, hein. Le film Il est débute avec Lord, Monseigneur. oui, oui, oui. Le film débute avec un carrosse qui roule sur les routes d'Andalousie qui sont poussiéreuses et sablonneuses. Donc on imagine bien que lorsqu'une auberge se trouvait en bordure d'une route pareille, eh bien qu'il y avait du sable qui pouvait, je dirais, être déplacé par les carrosses ou les chevaux qui empruntaient la route. Et alors le roi était donc dans une auberge comme ça là-bas, au fin fond de l'Espagne et on suppose évidemment, quand il fait bien chaud. Alors on nous dit, qu'un petit courant d'air s'est levé, hein et alors l'aubergiste pour éviter tout simplement que la poussière ne se dépose dans le verre du roi, hein, c'était jamais quand même très plaisant quand on a de la poussière comme ça de sable, qui vient dans votre verre, elle lui a posé sur le dessus du verre en fait, il a tapé, il a tapé, il a bouché finalement, ça avec, quelques petites fines tranches de jambon. Alors on en revient pour ceux qui sont déjà allés en Espagne et j'en fais partie et Marc aussi je pense. Oui. Quand on entrait dans un bar à tapas en plus en Espagne, je ne sais pas si c'est encore le cas actuellement vu que je n'y ai pas mis les pieds très récemment, mais on voyait comme ça ces jambons qui pendaient, la patte en l'air si je peux dire, Oui. accrochés à une ficelle, bien un clou sur une poutre, Oui, c'était pour hein éloigner et les musulmans, je crois. oui, je n'en sais rien, mais en tout cas on Ça avait comme marchait, hein. ça en tout cas ils ne sont plus ils n'y étaient plus en tout cas, Oui. heu il y avait comme ça des dizaines de jambons qui pendaient et alors ces jambons étaient, je dirais suspendus et puis on y avait suspendu une espèce de petite coupelle en plastique qui se vissait dans le bas du jambon, Oui. hein et quand j'y étais allé, la première fois, j'avais demandé, c'était pas en Andalousie pourtant, hein, j'avais demandé à l'ami espagnol, qui que je retrouvais là, je lui ai dit: «Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Puis ça sert à quoi?» mais qu'il m'avait expliqué, les jambons sont en train de s'affiner, donc en s'affinant, ils perdent du poids, ils perdent de la graisse qui sointe, surtout l'été quand il fait chaud et puis la petite coupelle en question qu'on vissait dans le fond du jambon, elle était incurvée vers le haut, de sorte qu'il y avait une espèce de petit récipient qui se présentait et qui recevait les gouttes du jambon qui pouvaient suinter. Alors ça évitait d'une part que les gouttes de graisse en question ne tombent sur le sol et puis qu'on ne puisse glisser et ça évitait aussi surtout à ce que
je dirais, les consommateurs qui se trouvaient là au bar ne reçoivent pas les gouttes de jambon Ah dans le oui. cou, sur la Il tête, enfin récupérait ce voilà. gras de jambon qui Non, coulait. je ne pense pas, non, je pense qu'on ne le récupérait pas, On enfin aurait pu le mettre dans j'espère les que non. lampes à huile. On aurait pu éventuellement. Mais donc voilà un petit peu, l'origine, c'est que le jambon finalement, il se trouvait là présent dans les bars, hein, c'était de manière ancestrale. Ça fait quand même comme ça des siècles que les jambons étaient mis comme ça dans les bars ou dans les salles des auberges, hein, et que, on les affinait de cette manière-là. Alors, il faut bien reconnaître, la première fois que j'ai vu ça, j'étais un petit peu je retroussais mon nez, comme on dit. Pourquoi? Ça sent, Beh, hein. parce que c'est-à-dire que C'est un bon, peu fort comme ça. c'est pas que ça sent, mais surtout qu'à une époque, C'est un peu fort. on fumait dans les bars, hein. Ah oui, ouais, ça faisait On des jambons fumait. fumés. Alors ça fait des jambons fumés, mais Mmh. enfin des jambons fumés À la avec de nicotine. la nicotine, c'est quand même bon, il y a quand même des conditions d'hygiène qui me paraissaient, je dirais vraiment là, manquer de d'aplomb. Alors je me pose la question, je lui avais demandé, mais je dis: «Mais les jambons en question, ils sont simplement là pour garnir ou bien on s'en sert?» «Non, non, 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 on les vend, hein, on peut même en acheter un entier, il suffit de demander au tenancier de l'auberge en question ou du bar» et je l'ai vraiment vu, hein. Voilà, je voudrais bien un jambon, lequel? Ah ben celui-là, on décrochait le jambon. Alors ils avaient une espèce de manche de brosse, j'appelais ça comme ça, avec un clou, hein, qui était là, fiché dans le manche sur le côté et alors ça permettait de décrocher le jambon parce que je l'ai vu faire. Donc ils arrivaient avec, allez, un manche de brosse, hein, Mmh. de 2 mètres ou 2,50 m, ça dépendait de la hauteur de la pièce, avec ce clou et alors, ils introduisaient le clou dans le je dirais dans la corde La et ils ficelle au décrochaient oui, dans la ficelle qui était au bout de la patte et ils décrochaient comme ça le jambon et on choisissait le jambon qu'on voulait. Bon évidemment, pas question de dire: «Je voudrais bien 2 tranches, vous me décrochez celui-là, c'est dans celui-là que je veux qu'on coupe». Évidemment, c'est pas non. ainsi que ça allait. C'est pour celui qui aurait voulu acheter le jambon en entier. Donc le jambon que l'on appelle maintenant le serrano, qui veut dire simplement un jambon de montagne, hein, serrano, la sierra, c'est la montagne en espagnol. Donc c'est un jambon séché, un jambon salé et séché, qui est, disons, réalisé de la même manière que ce qu'on appelle le jambon de Parme ou éventuellement le jambon de Bayonne. Ce sont donc des jambons qui sont salés et séchés. Eh bien, le fameux jambon de Serrano, il transitait comme ça par les salles de restaurant et puis il était consommé. Bon, voilà, on en pense ce qu'on veut. Je ne sais pas si la situation a beaucoup changé. Ce qui m'étonne et ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que finalement, il y a toute une série de lois européennes qui sont passées, hein, pour la protection des consommateurs et le respect des normes au niveau des aliments. Et je suis un petit peu étonné qu'on nous fasse des pires misères dans les cuisines à tout point de vue, avec les tables en inox, avec les gants, avec, je dirais le respect des températures, enfin, on Parce peut que tout ces jambes, imaginer. moi, ce qui me dégoûtait, Oui, enfin, ce qui dégoûtait ma mère, parce que moi, on a vu ça quand j'avais 10 ans, quand mes parents avaient eu la oui, bonne oui, idée oui. d'immigrer en Espagne et on a été justement vivre à Grenade, qui est juste à En côté de la plein en Seine. plein midi, en pleine C'est Andalousie, c'est hein. la capitale du jambon serrano, de jamon serrano. Et ce qui horrifiait ma mère, c'était justement toutes ces mouches qu'elle allait se poser sur ces Ah oui! jambons. Ah évidemment, évidemment, évidemment. Ça, c'est appétissant. Évidemment. Alors, il y a toute une série de lois en Europe qui sont passées pour le respect du consommateur, le respect des normes d'hygiène et je suis un petit peu étonné, elles sont censées s'appliquer partout en Europe. Heu, on n'est pas censé laisser un produit de type charcutier, c'est un produit de type salaison, disons plutôt que charcutier, mais à température ambiante, hein, on doit le rentrer, enfin bon, il y a plein de normes comme ça et puis en Espagne, on aurait toujours ces jambons qui pendent là Ah, les bons au pâtes à milieu de la salle, negra. Un bon oui, pâte voilà. à negra qui s'affine comme ça, qui sèche avec l'air très sec et avec le gras que tu peux Mais planter ton pouce le dedans. bon le bon affinement d'un jambon ou d'une viande, c'est, sec et frais, mais pas sec et Mais chaud. normalement, une Voilà. viande, une viande c'est comme la viande des grisons, on les affine en montagne parce que justement, il y a des bactéries qui n'existent pas Oui, mais c'est peut-être pas à cette tellement une question de altitude-là, non? bactéries. Non, c'est plutôt une question de climat, hein. Lorsque les viandes des grisons étaient pendues à l'extérieur, sous les soupentes des toits, hein, Oui, elles y étaient pendues l'hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver, en montagne, en altitude, il fait froid, il gèle généralement et quand il gèle, il fait sec. oui. L'humidité dans l'air, elle est quasiment inexistante par temps de gel, hein, Ah, elle baisse puisque très fort, oui. l'humidité, elle se condense d'abord sous forme de vapeur et puis elle précipite sous forme de neige. Donc on a à la fois les 2 qualités, le froid et le sec. Et alors bon, c'est quand même pas alors le jambon de Serrano, il était fait en montagne, pourquoi? Parce qu'on y trouvait, je dirais, un climat moins chaud et qu'on y trouvait de l'air sec, hein, dans le fond de l'Andalousie, là-bas. Or, quand on met le jambon après dans un bar à Barcelone ou éventuellement en Cantabrie ou dans les Asturies où je m'étais rendu, ben, il ne fait plus frais et sec, il fait éventuellement en été, très chaud et parfois humide si on est sur, Oui. sur une côte près de l'Atlantique, non?
Voilà. Bon, alors bon, les tapas, donc si je te comprends bien, les tapas à la base c'était des petites tranches de jambon qu'on coupait dans ces C'était à la jambons base qui des petites pendaient. tranches de jambon, voilà, et qu'on mettait sur le verre pour éviter. Mais alors, évidemment, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on empêchait la poussière de tomber dans le verre, mais la poussière tombait sur le jambon et puis on Ben, le mangeait le jambon, on jambon. avait vu d'autres, hein, comme tu Le as l'air de jambon, on avait dire. vu d'autres, voilà, évidemment. Donc, on peut se dire que l'un n'était pas contradictoire avec l'autre. Oui. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, mais bon sang, bonsoir, les tapas, parce qu'on voit maintenant des bars à tapas dans les grandes villes, hein, on en voit, je dirais, en France, J'en on ai en voit même à un ici en Bruxelles, ville qui est voilà. ouvert et Hein, avant toutes ces histoires-là, il était réservé 6 mois à l'avance. Tu es complet 6 mois à voilà. l'avance. Mais, nous nous sommes déjà rendus ensemble à Bruxelles dans un bar à tapas, hein, on y est allé 2-3 fois ensemble à l'époque où on a commencé à se connaître. Et c'est vrai que c'était une mode, hein. Et quand on voit les affiches qui sont, je dirais, les tréteaux qui sont là installés sur l'extérieur et qui font appel comme ça que des tableaux, plutôt des inscriptions à la craie, hein, sur un tableau noir, hein, on a parfois l'impression que c'est fort intéressant, les bars à tapas, hein. D'ailleurs, il faut Oh, faire la file, effectivement. oh, Et on non. dit: «Oui, mais c'est pas cher, hein, tapas une telle, 2 €, 2,50 €, 3 Oh, oui, non, bah, €», finalement, enfin. oh, non, oui, oui. Et finalement, quand on a fait le tour, parce que bon, on a des petites quantités, hein, on a une quantité, je dirais, dans un petit récipient, généralement un petit caclon, un petit récipient en terre cuite là, on a l'impression que ce n'est pas cher et puis comme on a besoin de manger, 6-7 tapas différentes chacun, finalement on se retrouve avec quelque chose qui parfois peut coûter très cher et parfois même plus cher qu'un menu d'un prix raisonnable, hein. Donc faut pas toujours, Bon, se laisser attraper par ces histoires de tapas. donc, Maintenant oui? qu'est-ce que tu entends exactement par tapas? Alors, qu'est-ce qu'on entend par tapas? Je vais d'abord dire, tout peut être tapas. Alors, les tapas à l'origine sont espagnoles et elles vont donc concerner des produits espagnols. Mais on peut faire des tapas, je dirais, dans quasiment toutes les régions du monde, en fonction des produits qu'on va y trouver et en fonction des recettes locales. Oui, mais qu'est-ce que Alors, c'est? alors qu'est-ce que c'est? Une tapas, finalement, c'est une dégustation. Donc, le prétexte, il est suivant. C'est manger un petit quelque chose pour se caler l'estomac en même temps qu'on boit, hein. Ah, donc c'est une Donc, petite portion. c'est une petite C'est une portion. portion qui serait plus petite qu'une entrée, Oh oui, c'est une portion qui est plus petite mais qu'une plus entrée, grande par qu'une mise en exemple, bouche. mais qui serait rien plus grande qu'une mise en bouche, effectivement. Je m'explique. La mise en bouche, son nom l'indique, on prend du bout des doigts, avec le pouce et l'index, et on met en bouche. C'est le petit toast, hein, ça c'est la mise en bouche, disons traditionnelle. C'est le petit toast garni. Et puis les tapas, vous avez plusieurs choses. On va prendre les plus simples des tapas, qu'est-ce que c'est? Ce sont les olives. Vous avez donc une espèce de petit bol en porcelaine ou en terre à feu, dans lesquels on a mis, on va dire en gros une dizaine d'olives. Elles peuvent être identiques, elles peuvent être différentes, elles peuvent être avec le noyau, elles peuvent être farcies, elles peuvent être vertes, elles peuvent être rouges, elles peuvent être noires. Donc imaginons des olives. Vous n'allez évidemment pas mettre les 10 olives en bouche en une seule fois. Bien sûr que non. Vous allez les prendre une à une, vous allez les déguster, vous allez les Avec des apprécier, pics dedans. avec des pics dedans. Si on vous met du chorizo, le fameux saucisson espagnol qui est généralement pimenté, soit doux, soit plus brûlant, ben, on va le couper en tranches. Et on ne va pas prendre le chorizo auquel nous sommes habitués ici, qui est un chorizo large avec des tranches fines. On va prendre un chorizo que moi j'utilise généralement, qui est un chorizo plus réduit en diamètre, mais qu'on va couper soit en grosses rondelles, soit éventuellement En de biais cube. en fuseau. En Non, pas cube. en cube, Non? non, plutôt en biseau comme ça. Alors on a des espèces de, je dirais, de lamelles un petit peu aplaties, Mhm. assez longues. Bon, voilà. De nouveau, vous n'allez pas prendre les 7-8 morceaux de chorizo et les avaler en une seule fois. Donc, c'est effectivement un tout petit peu plus gros. Alors, on peut trouver ce qu'on appelle des média tapas, des demi-rations. Ça Ah bon? permet de goûter à plus de choses. Vous avez la ration traditionnelle et vous avez la ration en portions, disons, à peu près de moitié. Ça vous permet de goûter davantage de tapas. On peut se contenter, lorsqu'on boit simplement un verre dans un bar, d'une seule tapa, comme on peut en prendre, je dirais, 4, 5, 6, 7, 8, et faire quasiment tout son repas et ne manger que ça. On peut s'en contenter. D'autant plus que les tapas, vous avez généralement des tapas qui sont accompagnés de pain. Soit structurellement, parce qu'on a mis la charcuterie ou le poisson sur une tranche de pain. Ça peut être une tranche de pain frais de type une tranche de pain à baguette. Ça peut être un pain plus gros qu'on a coupé en tranches. Ça peut être un pain qu'on a éventuellement toasté. On met comme ça, la chose qu'on souhaite que vous dégustiez ou que vous avez demandé sur le pain et finalement, c'est comme si vous aviez une petite tartine. Voilà, on va dire ça comme ça, hein. Alors généralement, on a par exemple 2 pièces. Alors vous avez on va prendre peut-être un petit peu la hiérarchie des tapas de la manière suivante.
Il y a d'abord les tapas les plus simples qui soient. Vous ne prenez que l'aliment, vous le Oui, mettez donc dans le bol, dans son récipient, sans aucune parce transformation. qu'un bol d'olive, ça reste quand même un truc de Exactement. l'apéro, quoi. Quelle est la différence entre l'apéro et le tapas? Ah, alors ça Enfin c'est bien non, je te laisse d'abord faire ta Oui, nomenclature là. je fais Oui, ma parce que nomenclature. je Donc, passe du coq à nous l'âne avons ici. c'est pas grave, on va expliquer tout ça. Donc nous avons les tapas les plus simples. Alors ça peut être quoi les tapas les plus simples? C'est celles où vous n'avez absolument rien à faire. Vous sortez de l'emballage, vous mettez dans un récipient de service, éventuellement vous mettez des petits pics. Alors je me rappelle, ça vous connaissez certainement aussi, en Espagne, à un moment donné, dans toutes les boutiques de souvenirs, hein, on vendait, ces assortiments de Oui, petites épées métalliques. Et en oui, fait, ces petites épées métalliques, elles servaient c'est on pas en tapas. donnait exactement, on en donnait une à chaque personne qui gardait la petite épée, je parle quand on est un particulier évidemment, hein, Oui. qui gardait la petite épée tout le temps de la soirée et bon, ainsi on ne devait pas changer et mettre des nouveaux Ouais, t'as couverts. toujours les mêmes personnes qui arrêtaient pas de les perdre. Oui, Oui, de les perdre ou bien de les mettre dans leur poche et de retourner avec chez eux, hein. oui, ça aussi. Donc, on piquait comme ça avec ta petite épée, dans l'olive, dans le morceau de fromage, dans le morceau de charcuterie, hein, et on gardait toujours le même. Ça évitait évidemment de devoir remettre, je dirais, des cuillères ou je Oui. ne sais quel autre ustensile. On a aussi évidemment le cure-dent qui T'as aussi donc permettait. des petits anchois, des petites crevettes, des Alors, petits gambas, non? Oui, je continue. continue. Effectivement, nous avons donc les tapas qu'il n'y a qu'à prendre du récipient. Vous avez également des mélanges du style, effectivement, des anchois roulés, des anchois qu'on a farcis avec une Des capre. petits poissons Vous avez frits comme ça. des petits poissons frits. Alors là, ça, c'est déjà une autre Ah catégorie. oui, non, Là, pardon. on arrive dans une catégorie qui est élaborée. Ici, je ne parle que des choses qu'on prend et qu'on met à disposition. Vous avez également des salades mélangées de poulpe, par exemple, ou Oui. de fruits de mer. Même chose. Ce sont souvent des fruits de mer qui sont conservés dans de l'huile. Vous les prenez avec une écumoire ou une cuillère percée, de manière à égoutter le produit. Vous le mettez dans le récipient. Il n'y a plus qu'à se servir. Et puis, vous avez après des tapas qui demandent un petit peu de travail. Ce sont lesquelles? Ce sont celles où on demande de couper. Je viens de parler du chorizo, des saucissons, des charcuteries. Vous prenez le produit, vous le coupez, vous le mettez dans le récipient de service et c'est emballé. Donc ça, c'est une petite étape en plus. Et puis, vous avez des tapas élaborées. Alors, les tapas élaborées, c'est celles, par exemple, où vous devez réellement travailler. Je vous Donc donne un c'est qui exemple. sont cuisinés. Pas encore, Ah, presque. presque. Vous allez prendre du pain, vous allez couper une tranche dans ce pain ou dans une baguette, pour donner un exemple simple. Vous allez devoir toaster le pain et puis vous allez le garnir avec quelque chose, soit que vous venez de couper, comme par exemple effectivement du jambon, une charcuterie, soit du fromage. Et puis vous avez encore la version un tout petit peu plus élaborée, vous avez dû élaborer la garniture. Comme Et un pour ça, zakouski, quoi. oui, mais un petit peu Ou un différent. canapé. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. La bruschetta italienne, vous faites un mélange avec de la tomate, Oui. des herbes, un peu d'huile d'olive, l'assaisonnement, du sel, du poivre, et vous mettez ça sur un morceau de pain grillé. C'est une tapa, pardon, pour ne pas dire un pluriel, c'est une tapa, mais qui vous a demandé un peu de travail. C'est très simple en tant que tel. C'est pas encore vraiment de la cuisine, ce n'est pas encore une recette, c'est plutôt une technique. Mais c'est encore un tout petit peu plus élaboré. Et puis, vous avez, comme on vient de le dire, des choses qui sont véritablement de la cuisine. Aussi bien en poisson qu'en produits de viande et qu'éventuellement en dessert. Et là, je peux vous dire que tout peut être tapas. Alors, je lisais que certains plats The ne pouvaient sky pas is the l'être. limit. Tout... Ah bon? Tout peut être tapas. Alors, je vais prendre un exemple, hein. Ouais, bon, On une va fondue prendre, bourguignonne éventuellement ou non, une on va prendre un raclette. exemple très simple, comme les fameuses boulettes ou les fameux boulets à la liégeoise, dont j'ai déjà donné la recette. Ça peut pas être Bon. tapas, ça? Si, justement, Ah oui. il suffit de faire les boulettes beaucoup plus petites. Bah oui. Vous allez faire de la carbonate, vous allez faire du coq au vin. Et il suffit tout C'est des petites simplement portions. de faire des petites portions dans lesquelles vous allez mettre des aliments coupés en morceaux que vous pouvez prendre avec une cuillerée, avec une cuillère à café, éventuellement avec un cure-dent pour les morceaux les plus durs, et puis une petite cuillère pour ramasser la sauce, avec un petit bout de pain. Alors je disais que certains plats espagnols ne pouvaient pas être tapas, et ils citaient le fameux cassoulet espagnol qu'on fait dans les Asturies. Bah bon. Mais je dis, mais c'est une erreur. Donc il y a des haricots, il y a du boudin, il y a de la viande, voilà. Et Ah je dis, oui. c'est une erreur. Il suffit tout simplement de couper les choses en morceaux suffisamment faciles à prendre, et là, on n'en met qu'une petite portion. Pour moi, tout peut être tapas. Je voudrais bien qu'on me Peut-être. démontre Alors, quel est le plat qu'on ne peut pas transformer en une tapas. fondue au fromage. Alors, une fondue au fromage, on va travailler autrement à ce moment-là. On va réaliser sa fondue, on va prendre un tout petit récipient, on va mettre un crouton de pain là au milieu, et on va mettre une cuillerée de la fondue au-dessus.
et Ou on un vous morceau sert de ça. pomme de terre. Oui, ok. Ou un morceau de pomme de terre si vous le faites avec la pomme de terre. Donc pour moi, tout est possible d'être une tapa. Il y a aucun problème. Ah, peut-être. Ah oui, non. Non, ok. Parce que bon, si je me Même les passe. potages, hein, même les Oui, potages peuvent tu fais être des tapas. tu mets des bolinettes. C'est des On petits met tous bols. des petits bols, voilà, on met Oui. des petits bols, voilà, ou une petite tasse. Si je me permets justement de faire référence à l'épisode 54 dans lequel tu nous avais donné tout plein de conseils pour faire des économies sur les achats alimentaires. Oui, Et une façon de faire des économies, tu avais mentionné effectivement que chaque fois qu'on prépare un repas et qu'il y a un petit reste, un petit reste, voilà. on le met au congélateur et puis une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, on fait soirée tapas avec Une ce soirée petit tapas avec reste. les enfants surtout. Donc avec le petit reste du repas qui reste même pas de quoi faire une portion. Exactement. Moi, je me souviens, ma mère, c'était allez, tu veux pas finir, je vais pas le jeter, hein. Et puis c'est Oui, pas oui, oui, assez oui. pour. On m'a gavé comme ça. Et j'ai toujours été en surpoids à cause de ça. Mais je me dis, mais c'est tout bête. Il suffisait de mettre tout ça au congélateur une fois par Alors maintenant, bon, semaine. Tu fais entendons-nous, soirée tapas avec ça. dans l'économie d'échelle comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas facilement recycler. Je vais prendre un exemple, hein. Vous allez avoir, un produit à base de viande en sauce, du type une carbonade, du type un bœuf bourguignon, du type, bon voilà. Vous savez sans aucun problème le mettre dans un petit Tupperware et le surgeler. Oui. La condition, par exemple, c'est de couper les morceaux une fois que vous avez votre petit surplus, c'est de couper directement avant la surgélation les morceaux en tout petits morceaux de manière à pouvoir les utiliser en tapas plus tard. Si vous avez trop de coque au vin, ne laissez pas la cuisse entière, hein, Non, on est non, faut d'accord? la Vous désosser. la désossez, Oui. vous la coupez en menus morceaux et vous enlevez la peau si elle était restée, OK? Donc ça, c'est une précaution à prendre, hein, Alors, là, ne pas congeler la cuisse est-ce entière, que, hein. est-ce que la tapas, donc tu as mentionné une petite épée ou une petite cuillère, est-ce que la tapas nécessite l'utilisation d'un couteau pour être mangée? Ben, en principe, non. En Donc, principe, non. donc c'est quelque On est chose qui est un peu censé comme du style de la bouchée, quoi. oui, mais si ce n'est qu'il y a plusieurs bouchées donc, hein, généralement, il y a plus qu'une bouchée. On va prendre un exemple. Vous allez avoir, des tapas, pardon, à base de pommes de terre de type pommes de terre grenaille, Oui. hein, ça existe. Bon, elles sont pré-cuites, elles sont repassées à l'huile, alors on ajoute éventuellement un peu d'ail, des herbes, enfin des épices et cetera. Vous allez avoir comme ça, allez, 8-9 petites pommes de terre dans votre portion. Des petites pommes de terre, entendons-nous, hein. Bon, le but, ce n'est pas de les couper en 2 après. Elles doivent être calibrées de manière à ce que vous puissiez n'en faire qu'une seule bouchée. Ouais. Une seule bouchée, pas pour l'ensemble des 8, mais par pomme de terre. Si la pomme de terre est un petit peu trop grosse, on la coupe en 2 à ce moment-là, on est d'accord. Mais vous devez pouvoir piquer avec une petite épée ou un cure-dent dedans et puis la mettre en bouche sans aucun problème. Mais si je comprends bien ton raisonnement, alors tous les plats de la cuisine qu'on peut manger sont des tapas géantes, Bah, on pourrait dire ça comme ça. Maintenant, finalement. je dirais Hein? quasiment allez, le paquet de frites, mais qu'on servirait en petites portions, sur assiette, bah, c'est une tapa tout simplement, hein, et Oui. on vous met de la mayonnaise. Allez, nous sommes allés manger, on n'a pas encore fait d'épisode, disons, qui relatait notre soirée, mais nous sommes allés manger chez ce fameux, restaurateur qui a eu 3 étoiles et qui a ouvert des friteries, dont une à Bruxelles. Ah oui, Alors des frites étoilées, c'est on a goûté des extraordinaire frites ça. étoilées extraordinaires. Avec Bon, une c'est mayonnaise au vraiment truffe, oh là 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 là, oui. oui, c'est vraiment un souvenir, génial. Mais le paquet de frites n'était pas grand. Il était cher, il n'était pas grand, mais il était très bon. On pourrait dire que c'est une Ben, on a commandé allez, un petit peu de tout, quelques oui, portions, puis on en a fait finalement des tapas, mais on hein, pourrait dire que c'est une quand voilà, même. c'est ça, que c'est une grosse tapa, par Et article, bien j'ai remarqué que entendu. c'est très populaire chez les femmes, ça. On prend plusieurs petits plats comme ça et on picore chacun dans les plats de manière générale. Mais donc, voilà, pour revenir un peu à la question avec laquelle je t'avais Oui, interrompu. Quelle est la différence entre l'apéro, cocktail dînatoire et cocktail alors, promenade? cocktail promenade. Alors, Parce que tu m'avais dit, il existe des cocktails promenade. Je connaissais pas les cocktails promenade. exactement. Alors, le cocktail promenade, qu'est-ce que c'est? C'est un cocktail dînatoire, mais qui se prend avec des échoppes qui sont situées à des lieux différents. Alors, ce sont souvent des cocktails qui sont organisés, l'été, plutôt en plein air et où les invités sont souvent très bien habillés. Vous avez, des dames qui ont mis, leurs plus belles rivières de diamants, qui ont mis leurs plus belles robes noires, les messieurs qui sont, je dirais généralement habillés, Oh, ça au plus chic, chic quoi. qu'ils peuvent, hein. Mais c'est le Comme on truc qu'on dit: «Ah faisait souvent avec l'école hôtelière? oh, ben, avec l'école hôtelière, pas tellement, mais on faisait des cocktails avec l'école Ah hôtelière. oui. Oui, on faisait des cocktails où on était tenus d'aller travailler. Alors les messieurs ont mis leurs mocassins à gland, comme on dit, hein. Bon, les invités, je parle, hein, pas le personnel. Et alors les gens comme ça déambulent d'un endroit à l'autre, d'échoppe en échoppe, hein, et ça peut être extrêmement original. Je me rappelle avoir fait, il y a déjà très longtemps, j'avais accompagné un traiteur, heu,
un dimanche, c'était pour un mariage. Ça a l'air un petit peu bizarre, mais c'était un dimanche, si mes souvenirs sont bons, dans une superbe propriété à Bruxelles, dans une villa privée, Ah, mais et 20% comme des ça mariages se passent le dimanche, hein. oui, 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 et il avait installé comme ça toute une série d'échoppes, avec toute une série de produits, toute une sorte de produits. Il y avait, je dirais, de l'entrée au dessert, hein. Il y avait une petite, je dirais une petite aubette avec un marchand de crème glacée à l'ancienne, vous savez, celle où il y a un vélo devant, et Oui, un qu'on petit pédale marchand dans de toute la glace, ville oui, là. oui, Petit voilà. marchand de glace comme ça avec 2 parfums, pas plus, et alors on servait, enfin comme ça, donc le personnel servait des mini cornets de glace avec une petite pince à boules, je dirais, d'un quart de la boule ou d'un cinquième de la boule de taille standard, et servait de mini cornets de glace comme ça J'ai eu à ceux ça qui voulaient, et j'ai eu vous ça dans aviez des huîtres, pardon. oui, pardon, non, j'ai eu ça à Oui, la fête de Noël à l'entreprise qui m'occupait parce que la ah oui, fête de voilà, Noël, c'était 2000 personnes, donc voilà. c'était une façon de mettre des kiosques un peu partout et tu étais obligé de te balader. Tu avais comme Alors, ça des mini hamburgers, des vous mini avez des mini hamburgers, vous avez des huîtres, vous avez éventuellement des moules parqués, vous avez éventuellement, des moules gratinés, vous avez enfin des petits potages, enfin vous avez plein de choses. Ça, c'est le cocktail promenade. Alors le gros avantage du cocktail promenade, beh, c'est que les gens ne restent pas, scotchés à un buffet. S'ils veulent manger des choses, ils doivent se déplacer. Et alors, ça réduit peut-être un petit peu au niveau du coût du personnel, parce que vous mettez un préposé derrière chaque échoppe, un ou 2 éventuellement, oui, voilà. mais vous ne devez pas passer avec des plateaux en permanence, OK? Donc ça, c'est le cocktail promenade. Alors vous avez le cocktail dînatoire, mais ça, c'est la version, disons, plus traditionnelle du cocktail. Alors ça s'organise plutôt pour des manifestations, prestigieuses, des réceptions après la première d'un film ou d'une pièce de théâtre, des réceptions après la première pour, l'inauguration d'une galerie d'art ou d'un artiste qui présente, Oui, bon. je dirais ses œuvres, et cetera. Et là, c'est le cocktail traditionnel, mais qui est souvent hyper guindé, Non, parce hein. que tu as cocktail et cocktail dînatoire. Oui, mais je dirais que le cocktail dînatoire, il permet de faire l'équivalent d'un repas complet, d'où son nom, dînatoire. On dîne. Tandis que le cocktail traditionnel, vous avez 5-6 pièces par personne, hein, et après 1 heure, on vous met dehors. Tandis que le cocktail dînatoire, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc le cocktail, c'est plus Généralement, l'apéro, quoi. le cocktail traditionnellement, c'est l'apéro, hein. OK. C'est l'apéro, et puis après, ben, les gens s'en vont ou bien ils repassent manger ailleurs, ou bien le repas est organisé au même endroit, ça existe aussi, hein. Vous avez parfois des manifestations qui comprennent l'ensemble de la soirée. Vous avez le cocktail qui dure à peu près 1 heure, généralement sur un petit peu plus, mais enfin, souvent c'est 1 heure. 1 heure, c'est 3 verres, et puis après les gens passent à table. Donc c'est par exemple à 20 heures le cocktail, et à 21 heures, tout le monde passe à table. Ça, c'est le cocktail. Et puis le cocktail dînatoire, il n'y a pas de repas à table qui est prévu ensuite, et on est censé, mais ce n'est pas toujours le cas, on est censé rassasier les gens sous forme d'un mini menu. On commence d'abord avec des poissons, on commence avec des choses froides, après on passe aux choses chaudes, aussi bien poissons que produits à base de viande, et puis après on passe éventuellement aux produits à base de fromage, et on termine pardon, par des plateaux où il y a des petits fours, des desserts, dans des petites coupelles, dans des petits bols, dans des petites Oui, terrines. oui, oui. Voilà, ça Alors, c'est le il y a des cocktail techniques, hein. dînatoire. Moi, généralement, il y a à peine de quoi se remplir une dent avec ça. Donc, il y a des techniques de, tu vois, tout de suite les picassettes qui vont se positionner directement À la sortie, à la euh, sortie des à la cuisines, hein. sortie des cuisines, parce que Ça sinon, le c'est temps que le connu ça. plateau arrive chez toi, il est vide. Et Ah oui, c'est une mais compétition, c'est j'ai toujours j'ai les meilleurs déjà morceaux qui oui, passent. oui. J'ai C'est- déjà été confronté à l'organisation de ce genre de choses. À un moment donné, on est obligé soit d'avoir 2 entrées différentes dans la salle, surtout quand elle est grande, pour ne pas que, évidemment, certaines personnes squattent, je dirais, l'entrée des plats, et puis se servent les premiers. Soit il faut carrément passer dans la foule. Là, ça demande un petit peu d'adresse et de virtuosité de la part du personnel de salle. Il faut tenir le plateau à bout de doigts et à bras tendus au-dessus de sa tête, hein, Mais c'est ce que de moi, manière à passer dans la foule et aller jusqu'au bout opposé à l'entrée, hein. écoute, comme tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents restaurateurs, mes parents, comment dire, l'activité la plus rentable quand tu es restaurant, c'est l'activité traiteur. Et jusqu'à un certain moment, il s'est fait connaître. Mon père n'avait jamais fait de marketing là-dessus, mais il s'est fait connaître au bout de, je veux dire, quelques années. Et il y avait comme ça la saison qui commençait. Ça commençait généralement au mois d'avril, qui terminait au mois de juin. Et là, tu avais tous les week-ends, tu avais 2 jours d'événements. Je me souviens que c'était vraiment à fond les manettes entre avril et juin.
Et le samedi, dimanche, il y avait des réceptions, des cocktails dînatoires, des buffets froids, alors tu as mariage, communion, etc. Mais tu avais aussi parfois des événements d'entreprise. Et donc, en tant que bon enfant d'hôtelier, tu es réquisitionné pour aller travailler à une fraction du prix du personnel normal, alors que tu as été formé justement par des professionnels. À une fraction, ou bien pas du tout payé parfois. Hein, bon. Oui, non, je devais considérer que j'avais de la chance de quand même être Parce payé. que parfois c'est, je dirais, 0 sur 10, hein, quand c'est 1 ou 2 non, parce sur que 10. oui, c'est ce que je me faisais dire. Moi, de mon temps, je travaillais pour mes parents, je n'étais pas payé. Voilà. Bon, en attendant, quand tu écoutais, bon, en jouant bien, tu te ramasses toujours un pourboire. Je sais que mon frère était meilleur que moi là-dessus, il se ramassait toujours des pourboires. Mais c'était vrai que c'était le tout début des cocktails dînatoires à l'époque, et je me souviens que c'était la souplesse d'arriver à entretenir le contact avec les personnes de telle sorte à ce que tu passes chez tout le monde et que tu n'en laisses pas. Et que tu laisses pas des gens sur leur faim. Donc, oui. Et c'est là que tu te rends compte du bon personnel, du mauvais personnel. C'est que nous, on avait été justement formés à faire gaffe qu'on passait bien partout. Et il m'est arrivé d'assister à des dizaines, si pas des centaines depuis lors. Et que tu vois comme ça les pains qui sortent. Et dès qu'elles sortent des cuisines, elles vont présenter aux premières personnes qu'elles vont. En fait, tu as l'impression que leur but, c'est d'avoir leur plateau vide le plus vite possible. Oui, voilà. Et alors que justement... Mais ça, ce n'est pas le bon personnel, évidemment. Mais en fait, ce n'est pas le bon personnel parce que généralement, pour qu'un orchestre joue juste, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre. Oui. Et dans ce genre d'événement, il faut qu'il y ait un responsable qui connaisse son job. Un maître d'hôtel, La tu veux dire? disons en tout cas un organisateur. Ce n'est pas forcément un maître d'hôtel, mais c'est quelqu'un qui peut l'être par ailleurs. Hein. Mais nous dirons un maître de cérémonie. C'est quelqu'un qui va veiller au bon déroulement de la soirée, qui va veiller à ce que les choses se suivent, donc il va aller à la fois en salle et en cuisine, s'il faut rappeler à l'ordre quelque chose en cuisine, mais qui va surtout dire, voilà, à son personnel, maintenant vous allez à tel endroit. Et qui va dire à celui ou celle qui ne fait qu'entrer dans les premiers abords de la salle, bon, plateau suivant, vous allez au milieu, et le troisième plateau, le suivant encore, vous irez au bout de la salle. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus frustrant et de plus désagréable, que ce soit en tant que client, et ça m'est quand même arrivé des dizaines de fois, d'être dans ce genre d'événement. Et finalement, ça laisse un mauvais souvenir. Tu sors de là, t'as faim. On a faim, exactement. Et j'ai vécu ça il y a presque 1 an ici. Tu es parti avec la promesse, un cocktail dînatoire va Je suis allé manger au restaurant après avec 2-3 autres personnes parce qu'on avait eu faim. Alors, ou bien le calcul avait été mauvais de la part des organisateurs, hein, ou ça dépend aussi du prix qu'on paye, évidemment, il faut quand même être honnête. Vous ne savez pas avoir à manger à gogo dans un cocktail. Ils ne t'ont pas demandé conseil avant. Justement, c'est le genre de choses pour lesquelles on peut demander conseil. Si vous voulez être certain d'avoir une bonne réception de mariage une bonne réception tout court, demandez conseil à Guy, vous allez voir, il va vous donner. Mais je vais dire autrement. Je ne parle pas ici de cette chose que j'ai vécue, mais si vous prévoyez, admettons, s'il y a 500 personnes et que vous prévoyez qu'il y aura 6 ou 7 pièces par personne, vous pouvez bien être certain que les gens n'auront pas suffisamment mangé pour passer toute une soirée. Ce n'est pas possible. Hein? Alors, bon, je sais bien qu'il y a des petits appétits, mais il y a aussi des gens voraces. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des gens qui en auront pris 3 fois avant qu'il y ait quelqu'un qui puisse en avoir. Oui, mais ça veut dire aussi que pour avoir à manger, même quand on discute, pour avoir à manger suffisamment, vous devez avoir au minimum une vingtaine de pièces. Et c'est vraiment le minimum par personne. Ouais. Pourquoi? Parce que vous allez passer une soirée complète à boire. Vous commencez à 20h, ça se termine à minuit. On considère qu'on boit 3 verres à l'heure. Attention, on peut boire évidemment de l'eau, de la limonade, mais quand les gens sont au mousseux, 3 verres à l'heure, 4 heures, faites le compte. Quelqu'un de ma stature, 3 verres à l'heure, c'est boire au ralenti. Hein. Oui, mais en plus, 12 verres sur la soirée, c'est quasiment 2 bouteilles. Il faut aussi appeler un chat un chat. Ah oui, non, c'est vrai. Mais généralement, au bout de 3 verres, les gens ont l'appétit. L'alcool coupe l'appétit. Donc souvent qu'on oui, mais le problème, c'est que vous devez éventuellement prendre votre voiture après. Vous avez bu au-delà de ce que la loi ne prévoit et vous n'avez quasiment rien mangé. Donc, il faut être prudent. Bref, il faut qu'il y ait suffisamment. Mais tout ça ne nous dit pas encore ce que sont les tapas parce qu'on vient d'expliquer. Mais donc, les tapas, ça se mange à table, c'est pas en dînatoire. Alors, non, ça peut se manger. Ça peut se manger qu'un mange debout, par exemple. Mais ça se mange plutôt quand on est assis, en règle générale. Okay. Ce qui distingue pour moi les tapas de ce dont je viens de parler, c'est d'une part le côté convivial, c'est le côté bon enfant, c'est le côté impromptu et c'est le côté bonne franquette. Je m'explique. Il est vrai que quand vous allez dans un établissement qui sert des tapas,
c'est prévu, il y a une carte, tout ce que vous voulez. Maintenant, vous allez avoir des gens qui débarquent chez vous à l'improviste et on va supposer que ça va quand même se voir pas mal, ici avec le déconfinement, hein. Vous êtes chez vous avec votre épouse et vous avez, 2 amis qui passent, un couple, enfin que sais-je. Ah, on était dans le coin, on vient dire bonjour. Il ne s'était pas du tout fait annoncer. À ce moment-là, vous avez le maître de maison ou l'hôtesse qui va se précipiter vers son garde-manger, vers son réfrigérateur, vers son congélateur, qui va se dire: «Qu'est-ce que je mets à table?» Alors il y a 2 solutions. Soit vous mettez des cacahuètes, des chips et des biscuits salés, hein, et voilà, et vous accompagnez vos boissons avec ça. Mais si vous voulez être un petit peu plus original, vous devez avoir prévu le coup. Vous devez donc avoir comme ça dans votre garde-manger toute une série de choses et j'ai bien envie de vous faire une petite liste de choses que vous pourriez avoir sous la main, je dirais quasiment en permanence. Donc, Alors, oui, mais ça ne répond toujours pas à ma question. eh bien, si je Cette viens liste m'intéresse beaucoup, mais donc, oui, c'est parce que là, ce que tu es en train de nous décrire, ça ressemble à un apéro. oui, mais un apéro qui va durer toute la soirée. Ah, ok, donc ce serait un C'est comme apéro dînatoire. qui se prend assis chez soi. Voilà. Et je viens d'ajouter le caractère tout à fait particulier, je dirais, de ce que j'entends par tapas, c'est le côté impromptu. Et un Vous faites promptu. avec ce que Ok. vous avez. Ok. C'est bon enfant, c'est Donc ça, convivial et c'est ce qu'on appelle à la bonne donc franquette. comme je Voilà. mentionnais, ça peut être la fête des restes. On regarde ce qu'il y a dans notre frigo. Il n'y a pas assez Mais pour une personne, mais comme ça, on assemble on plusieurs regarde petites surtout ce qu'on portions a dans son placard. et dans son Alors, placard. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir dans son placard ou dans son réfrigérateur? Je ne parle même pas ici du congélateur, hein. Bon, il y a d'abord toute une série de légumes qu'on peut avoir. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme légumes? Des tomates cerises, vous pouvez des radis, avoir des radis, des vous carottes, pouvez avoir des pommes de terre, vous des pouvez céleris, avoir du poivron, du céleri, pourquoi pas. Mais attention, il faut quand même se dire que vous devez être capable de mettre en route le toute une série de concombre. choses qui ont de la gueule, sans que ça ne vous prenne 2 heures en cuisine. Le Parce que le traditionnel but carotte, concombre, sauce oui, oui, mais cocktail. attention, vous avez des gens qui débarquent comme ça chez vous, OK? Oui. Vous n'avez pas le temps de commencer à cuisiner pendant 2 heures pour vous préparer. Tu sais, Vous si c'est des devez bons tirer amis, on finit toujours à la cuisine en train de papoter. oui, mais le but des tapas quand c'est bien organisé, c'est qu'en maximum 10 minutes, un quart d'heure, vous ayez pu mettre des choses sur la table et que vous Ok. puissiez passer du temps avec vos invités. Si monsieur et madame, monsieur généralement s'occupe des boissons, madame s'occupe de ce qui se mange, parfois c'est l'inverse, mais si monsieur et madame doivent s'absenter pendant une demi-heure pour aller au fourneau, ça ne va pas. Non, Je viens de effectivement. parler du côté bonne franquette, du côté Ok. convivial. C'est pas la bonne franquette et c'est pas convivial si on doit disparaître pendant 1 heure dans sa cuisine quand on a des gens qui sont au salon. Donc il faut retomber sur ses pattes. Alors, comment est-ce qu'on peut retomber sur ses pattes? Alors, il y a quelques techniques comme ça, hein. C'est d'avoir quelque chose, avoir prévu le coup, en fait, hein. Il faut avoir pu analyser qu'est-ce que je pourrais bien avoir dans mes placards ou dans mon réfrigérateur sans que ça ne me handicape, de manière à pouvoir servir, on va dire, allez, 5, 6 petits trucs différents comme ça, au Ok. pied, au pied levé. Oui. Et c'est là qu'il faut réfléchir un petit peu, tout simplement. Et c'est pour ça que je vais vous en parler évidemment un petit peu pendant tout ce mois de Donc, juillet ce et que tout tu ce vas mois nous d'août. proposer, ça va être des tapas. Donc, Ah, les ça prochains va, épisodes, il y aura ça combien me d'épisodes, tu crois? alors, ben, je ne sais pas, ça va Voilà. dépendre de mon humeur, ça va dépendre de plein de choses. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne s'improvise pas. On doit pouvoir garder ce côté soi-disant improvisé, hein, mais en réalité, on doit faire de la magie et les invités, ceux qui passent à l'improviste vont se dire: «Tcheu, comment est-ce qu'ils ont fait Donc, pour que en 10 minutes, il y ait tout ça sur la donc, table?» chacune des recettes que tu vas nous donner devrait être faisable en 10 minutes, y compris la mise en Non. place. Ah non, justement, Ah, il faut avoir fait parfois de la mise en place. Alors pour ah. des choses qui allez, prends un exemple. Avoir un bout de chorizo chez soi, hein, je parle d'un chorizo façon collier, pas d'un chorizo, disons diamètre 5-6 Oui. centimètres. Je parle bon, vous l'avez dans votre réfrigérateur, vous l'avez en permanence. J'ai déjà d'ailleurs conseillé à tout le monde d'en avoir Mais un. ça peut être un Pourquoi? collier de saucisson normal, saucisson sec. Aussi, bien Oui. entendu. Vous pouvez vous faire comme ça une paella avec un peu de reste quelquefois. Donc avoir un bout de chorizo comme ça chez soi, c'est toujours intéressant. Ça vous prend combien de temps? De le mettre sur la planche et de donner 10, 15, 20 coups de couteau. Ça vous prend entre 30 secondes et 1 minute et vous avez déjà comme ça, je dirais, une tapa qui ne vous a pas Ok. demandé un investissement ni en argent ni en temps extraordinaire et ainsi de suite pour plein d'autres Bon, t'as pas le choses. bocal d'olive. Ça, Il y a le quelques bocal bocals d'olive. d'olive. Alors, Tu pourras avoir les je vais vous anchois montrer je vais vous montrer des en tapas boîte. qui sont simples et des tapas qui sont plus élaborés et nous allons parler prochainement de tapas qui seront déjà des desserts parce que les tapas ne sont pas Ah, tu uniquement des passes choses directement au salées. dessert, toi. Mais c'est-à-dire que
Quand je donnerai des explications, je vais vous donner à l'occasion des desserts, à l'occasion des choses salées, à l'occasion des choses sucrées. On va mélanger les deux. Parce que confiner les tapas uniquement au rôle salé, c'est un peu dommage. On dira qu'il faudrait qu'il y ait, allez, 2 tiers de salé, 1 tiers de sucré, par exemple, hein, et que dans les 2 tiers de salé, il y ait 1 tiers qui soit froid et 1 tiers qui soit chaud. Mhm. Et là-dedans, il faudrait qu'il y ait moitié produit de la mer et moitié produit de la terre. Voilà un petit peu, si on veut, un petit Ok. peu diviser. Et alors, au niveau des desserts, puisqu'ils représentent à peu près 1 tiers, il faudrait qu'il y ait 1 tiers à base, disons, de fruits, hein, pour prendre un exemple, et 1 tiers à base de produits qui ne sont pas des fruits directement. Hein. On Je, va prendre un exemple. Le riz n'est pas un fruit. Voilà, pour prendre un exemple tout simple. oui. Alors, petite question stupide. Est-ce qu'on pourrait combiner tapas et barbecue? On pourrait combiner tapas et barbecue de plusieurs manières. Soit on envisage les tapas comme étant un apéritif un petit peu allongé, ok? Oui. Et généralement, quand on fait un barbecue, les apéritifs peuvent durer longtemps, ok? Oui. Et à ce moment-là, on va combiner le barbecue en faisant quelque chose de simple, c'est-à-dire une seule viande ou un seul poisson. On aura les tapas qui vont servir pendant 1 heure et demie, je dirais, à laisser le barbecue s'allumer et les charbons de bois devenir blancs, hein. C'est comme ça qu'on cuisine quand on veut faire un barbecue qui n'est pas dangereux. Et on a des tapas qu'on a élaborés à l'avance. Là, il faut y avoir réfléchi. Alors, ça peut être des choses simples. Et alors, ma technique, elle est la suivante. Pour avoir, que ce soit des tapas ou un cocktail, vous devez avoir des choses qui soient d'abord des choses qui restent tout le temps et qui vont meubler et qui vont permettre, comment j'expliquais ça? L'attente des tapas. Qu'est-ce C'est le que c'est? principe de l'apéro. C'est le principe de l'apéro. Donc, vous Mais il faut pas garnissez que ça la coupe l'appétit table. quand même. Non, 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 mais vous garnissez la table, vous garnissez les manches debout avec des choses qui sont déjà installées. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chips de qualité, maison ou pas. Ce sont des fruits secs, du type cacahuètes, biscuits salés japonais, etc. Plus quelques olives. Et ça va permettre aux gens de grignoter et de ne jamais avoir l'impression qu'ils n'ont rien à manger. OK? Donc, les tapas, elles vont passer successivement, que ce soit sur plateau ou généralement les tapas, ce n'est Non, pas mais sur plateau, c'est oui. déposé sur la table. Hein. On dépose un petit bol avec, que sais-je moi, des petits fondus au fromage par exemple. Hein. Donc on va déposer le petit bol et puis les gens se serviront, les gens mangeront. Voilà, le petit bol ou la petite soucoupe hein, ou le petit Mais plat. moi, Hein. ce que je voulais dire, c'est Mais il y aura justement toujours faire. quelque chose d'autre. Mon but, c'était de faire des tapas au barbecue. Si j'allais y arriver, Ah, Marc. ok. Je disais, ça c'est la première version. C'est de combiner le barbecue en tant que plat principal après des tapas. Et puis, on peut faire des tapas au barbecue. Alors, comment va-t-on faire des tapas au barbecue? Tout simplement, faire des petites portions de choses à cuisiner sur le grill. Ça peut être quoi? Ça peut être par exemple la petite brochette où on a mis un beau scampi. Voilà, qu'on a fait mariner à l'avance et qu'on passe au dernier moment sur le barbecue. Ok. Ça peut être la petite brochette de fruits hein, au moment du dessert Un petit qu'on a pilon de réalisé poulet. à l'avance. Ça peut être un petit pilon de poulet, ça peut être une petite cuisse de caille, ça peut être éventuellement un blanc de caille, ça peut être une petite brochette où on a mis 2 escargots et autre chose. Ça peut être la petite brochette où on a mis un petit morceau de poulet avec 2 petits bouts de légumes. Voilà. Donc il y a moyen effectivement de faire des tapas au barbecue, mais ça demande à la fois de l'originalité et surtout de la réflexion préalable. Hein. Ah oui. Ça ne doit pas s'improviser. Disons que tout simplement qu'au lieu de faire une brochette sur laquelle on a mis 8 morceaux de poulet avec 2 morceaux d'oignon, 2 morceaux de champignons, 2 morceaux de poivron rouge et 2 morceaux de poivron vert, mais on va tout simplement faire une brochette où il y aura un seul morceau de poulet mariné, un morceau de poivron et un morceau d'oignon, par exemple. Voilà. Ah oui. Donc, on peut parfaitement faire des tapas avec l'aide du barbecue ou avec un teppanyaki également. Hein. Bon, moi, j'adore beaucoup le teppanyaki. Je trouve que c'est convivial. Maintenant, une teppanyaki, c'est une plancha. Hein. C'est une Donc, pirate. non, parce que la pirate, c'est obligatoirement de la pierre. Tandis que le teppanyaki, c'est une plaque de cuisson avec les bords relevés. Vous faites chauffer, vous mettez un petit peu d'huile et puis vous cuisez vos aliments au fur et à mesure. Je vous dois dire que autant je n'aime pas trop le barbecue, autant j'aime bien le teppanyaki parce que le barbecue, il se fait toujours hors de la zone de table. Tandis que le teppanyaki, c'est chacun qui cuisine pour soi. OK? Ok. On a le produit qui est cru, ou éventuellement, dans le cas des légumes, qui a été blanchi une première fois, qui a été pré-cuit, et on repasse tout ça selon ses envies, tout simplement sur la plaque. On peut éventuellement faire des tapas au teppanyaki, mais alors à ce moment-là, ce n'est pas la personne qui va le manger, qui va l'organiser, c'est l'hôte ou l'hôtesse, donc la personne qui invite, qui va elle-même cuisiner devant ses invités
et qui va mettre comme ça les petites choses au fur et à mesure sur le teppanyaki ou sur le barbecue, Mais, et qui après va les faire parvenir à chaque personne invitée. ok. Moi, j'étais en train de me dire un plateau de sushi, en fait, qu'on mettrait au milieu de la table. C'est aussi une Ben, les espèce de sushis, tapas, hein. les sushis peuvent être considérés comme des tapas. Alors évidemment, on parle de tapas parce qu'à l'origine c'est espagnol, hein, Oui. mais en réalité, toutes les grandes cuisines du monde ont des tapas, à part qu'on ne les appelle pas comme ça. Exemple, les sushis, effectivement, Oui. pour les pays, disons, de type Pour le Japon, japonais, le etc., Nippon, oui. culture japonaise. Bon. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé toutes les petites bouchées. Ah, les Vous avez, dumplings, tout ça, oui. vous avez effectivement les mini lumpias, vous avez les bouchées qui sont À cuites la à la vapeur, vapeur, oui, oui, hein, oui. vous avez tout ça. Donc, et ils font également Les des trucs frits desserts en aussi. petite quantité. Mais oui, tout ce qui est frit. Alors, vous avez dans tout ce qui est bassin oriental méditerranéen ce qu'on appelle des mezzés. Donc, ça va Ah oui, les un mezze, c'est calamars, des tapas, oui. ben oui, les calamars frits, le tarama qui est mis sur un morceau de pain grillé, Mais exactement, mais la feta avec quand des olives, la petite brochette, ce sont des tapas. quand j'ai été à Athènes, j'avais demandé à ma collègue de manger un vrai mezze, mais pour elle, le mezze, en fait, se commandait comme un tapas. Exactement, c'est comme ça. Oui, oui. C'était des petits Alors, bols de tout, comme ça. Alors bon, j'ai demandé la liste des choses qu'on voit dans un mezze chez nous, en me mais vous avez les demandant... feuilles de vigne, hein, Oui, oui, les donc il y feuilles avait de la vigne feuille de farcies vigne, il y avec du avait les... riz. Et, Voilà, c'est je un... t'avouais que c'était quand même meilleur que chez nous. Ben, disons que c'est fait dans le pays. Bon, il y a peut-être aussi ce qui joue un peu. C'est le soleil, c'est Non, non, il faisait les froid. petites maisons Et blanches. on était Voilà, sur la bon, ok. terrasse chauffée et j'avais froid aux pieds. Ce jour-là, il Alors, faisait particulièrement froid. Mais c'était... pour prendre un exemple vraiment belge, hein, d'une certaine manière, on sert des tapas sans s'en rendre compte, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. de la prose Sans sans se s'en rendre rendre compte, compte. oui. Bon, qu'est-ce qu'on sert chez nous quand on sert des bières, traditionnellement? Des petits cubes de fromage On sert des petits cubes de fromage avec ou sans sel de céleri, hein. Alors, et des petits il est cubes à de fait saucisson. Oui, des petits cubes de saucisson, la fameuse on sert des petits, plateau de charcuterie. on sert des cornichons, on sert des olives, on sert des petits oignons, on sert un petit peu de jambon d'Ardenne qui était coupé en fines tranches, hein, avec, Mm. quand on prend le plateau mixte, hein, on a à la fois du saucisson, des cubes de fromage, des olives, des petits Donc oignons, des vous aussi, vous cornichons, faisiez des on tapas a de la sans vous en moutarde. rendre Mais compte. voilà, nous faisions des tapas sans nous en rendre compte. Et alors, je précise pour ceux qui l'ignorent et qui font peut-être l'erreur, on associe souvent les fromages d'abbaye avec les bières trappistes. Eh Oui. bien, ce n'est pas l'accompagnement qui est prévu en principe par le guide des barman. On sert les fromages d'abbaye avec les bières d'abbaye et on sert des biscuits salés secs avec les trappistes. Ça, c'est quelque chose, normalement, quand on fait des concours de service dans les écoles hôtelières, on attache une importance à cela parce que c'est une erreur qu'on fait souvent. Ah oui, et C'est de mal c'est une question accompagner. d'examen. C'est en tout cas quelque chose où on ne doit pas se tromper en principe. On sert D'accord. des cubes de fromage avec des bières d'abbaye, mais pas avec des bières trappistes. Voilà, tout Ok. simplement. Et donc, les tapas, finalement, bon, on les voit partout maintenant, mais c'est arrivé quand? Alors, les tapas, c'est arrivé quand? Eh bien, il faut quand même reconnaître que ça dépend un petit peu, je dirais, de l'engouement des vacances en Espagne. Alors, quand est-ce que c'est arrivé? Au départ, nous avions une dictature qui était le général Franco au pouvoir. Il est décédé en 1975. Il y avait bien sûr des vacances en Espagne avant cette date-là, on est bien d'accord, mais le grand public ne s'y rendait pas. Alors, il ne s'y rendait pas pourquoi? Parce que l'Espagne est encore cadenassée par toute une série de lois et de règles qui n'étaient pas vraiment des règles, je dirais, qui convenaient à des vacances grand public, hein. Il y avait encore, disons, des codes vestimentaires, on ne s'habillait pas encore trop comme on voulait. Bien sûr, l'Espagne a changé depuis. L'Espagne était encore en Euh, retard économiquement par rapport au Elle reste de est à la l'Europe, fois hein. en retard économiquement, mais on va prendre un exemple. Je me rappelle, et ça c'était le cas en Italie aussi à une époque hein, que j'ai connue, quand un touriste ou une touriste, et c'est surtout des dames hein, qui étaient confrontées à ce genre de choses, on n'entre pas dans une église en short et en sandales, et encore moins les épaules dénudées, hein. Ou même la Bon, tête maintenant, découverte, hein. et la tête découverte à certains moments. Et l'Espagne avait gardé quand même, avec le régime franquiste, une rigidité, je dirais, par rapport aux touristes. Oui, Alors évidemment, je me souviens de ça parce euh, que moi, oui, oui, tout à quand fait. j'étais en Espagne, c'était en 85.
Donc c'était 10 ans après. C'était après. Et Hein. c'était encore Mais très présent le franquisme. Bon, on était en plein moment où tu avais des hordes de touristes qui allaient chaque année en oui, Espagne. C'était mais très ce qui faisait populaire. scandale et qui faisait même Mais scandale il y a partout, certaines ça a été, églises où ça a les été le femmes de... monokini hein, Ah oui, sur la plage. Hein. Faut pas oublier qu'à une époque, le monokini était réellement, et bon, à juste titre, admettons, mais était réellement interdit. Hein, forcément, il forcément, y a- quand certaines personnes ont voulu se balader en monokini dans les rues, parce que bon, ça a été un sujet de polémique à un moment donné, ou aller manger en monokini, bon, je dirais qu'il y a des lieux Moi, ça pour me tout. dérange pas. Bah, toi, non, mais enfin, je dirais que quand on a affaire à une dame plantureuse, et je l'ai vu de Ah mes oui, non, yeux, mais hein, oui, bah euh, si après elle nettoie le sol avec, c'est pas, oui, voilà, effectivement. exactement. Parce que on dit toujours, bon, une belle personne qui est en monokini, c'est une chose. Bon, et Mais ici, après, c'est pareil. quand ça va tremper dans la soupe, Disons que on pourrait nous accuser de ne pas aimer les personnes âgées, mais il faut bien reconnaître que j'ai quand même vu ce genre de spectacle quand vous en avez, Espagne. je l'ai vu en Espagne, effectivement. Bon, c'était dans les années 80, où j'ai vu une dame qui était allemande. Bon, pourquoi une allemande, c'est comme ça. Euh, Elle était, je dirais, aussi brune qu'un cigare. Hein. Elle était aussi fripée qu'un chien chinois, là, hein, ceux qui ont Oui. la peau qui porte par terre. Et elle était seins nus à une table de restaurant, sur une terrasse, on est d'accord, mais enfin, bon, évidemment, ça n'était pas possible, Oui, évidemment, au moment du franquisme. oui. Alors, nous allons quand même quitter je dirais, nos précédents Donc finalement, c'est arrivé parler quand? des tapas. Eh bien, à partir du moment où le général Franco est décédé, l'Espagne est passée donc de la dictature à la monarchie, je dirais, de type occidental, hein, Oui, bon, au pour ne pas régime dire qu'on autre connaît chose, maintenant. au régime qu'on connaît maintenant. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'Espagne a dit? Bon, on a quand même des atouts, nous, ici. Hein. On a du soleil, on a une bonne cuisine, on a des milliers de kilomètres de plage. Si ça marche à la Côte d'Azur, pourquoi pas chez nous? Oui. Et ils ont quand même mis le paquet pour que le tourisme se développe, je dirais, de manière assez importante. Ce qui se passait, c'est que les gens allaient en Espagne souvent, et c'est caricatural, hein, ils allaient en Espagne pour leur tour de noces. Et les gens allaient aux Baléares. Dans les Les années 60, Baléares, les Baléares, oui. c'était le rendez-vous des voyages de noces, je dirais, pour les Occidentaux qui voulaient avoir un petit Oui. peu d'exotisme. Les gens allaient aux Baléares. Bah, Ils allaient à Majorque. Hein. Donc ça, c'est les années 60. oui, Et il y avait aussi la Riviera. oui, mais la Riviera, c'est France et Italie, hein, Oui, oui, oui. la Mais Riviera. quand Bon, tu avais un peu moins d'argent, tu allais à la Riviera. mais c'est vrai que les vacances aux Baléares, c'était le must Oui. d'originalité à une époque, donc années 60, début années 70. Après, bon, Franco rend l'âme à Dieu, on espère pour lui. Le On passe la régime main donc se gauche, oui. décoince. On arrive avec la vague de tourisme massive et les Espagnols n'étaient pas tout à fait préparés à ça. Je me rappelle de réflexions, quelques anecdotes comme ça. Les premières personnes avec qui j'en ai parlé étaient confrontées à l'Espagne et par exemple à ces marchés sans hygiène. Bon, Bon, tu en as ils déjà parlé disaient, avec les jambons qui pendaient dans les bah, bars. pas que. Vous aviez des bouchers qui étaient installés sur des marchés et comme on dit, les viandes étaient remplies de mouches. Hmm. Les viandes étaient remplies de mouches. Ça fait de Moi, protéines en plus. j'en ai fait l'expérience un jour en allant à un marché matinal sur la Costa Brava. Bon, j'achète des cailles pour les cuisiner. Nous étions dans les années 80. Revenu à l'appartement des personnes à qui je me trouvais, les cailles sentaient, on a dû les bazarder. Alors Oh. qu'elles avaient l'air d'être fraîches et d'être correctes. Ah. Donc, la chaîne du froid, pour vous dire qu'elle n'était pas suivie hein, au début des années. Alors, autre Ça anecdote, avait faisandé. disons que l'intérieur n'était plus présentable, avait un goût douteux. Voilà. Ok. Autre anecdote, qui date aussi du début, mais ce n'est pas moi qui l'ai vécu, hein, au début des années 80 et même un peu avant. Les Espagnols avaient une manière assez particulière de découper la viande. Ah bon? C'est-à-dire qu'ils ne la découpaient pas selon les principes qu'on retrouve en Belgique ou en France. Ils découpaient un petit peu les morceaux n'importe comment. Bon, dès le moment où c'est du bœuf, on coupe et on vend. Ouais, c'était Alors, à du la limite, muscle ou de oui, l'os. non, c'était du muscle dans tous les cas, mais un morceau dit de troisième catégorie, c'est-à-dire du flanchet, par exemple, une viande qui doit bouillir et qui doit cuire pendant longtemps, ne se cuisine pas de la même manière que le filet Bien pur. sûr. Hein, on est bien d'accord et n'a pas la même valeur, en tout cas pour nous. Ce qui était assez courant, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est que les riz de veau, ils ne connaissaient pas. Pour eux, c'était du viscère, tout simplement. Donc, les riz de veau, ça servait quasiment à nourrir les chats et les chiens. Or, quand vous avez affaire à un cuisinier, ce n'est pas moi qui parle ici, c'est un de mes anciens patrons, qui va en Espagne et qui dit, tiens, et ça?
«Ah mais ça», qu'on lui fait comprendre, «c'est pour les bêtes, hein, c'est pour jeter, c'est» bon. Ah mais qui dit: «Non, vous m'en mettez évidemment» et on vendait à l'époque, évidemment après ils se sont rendus compte, parce qu'ils ont eu de la demande, hein, ils se sont rendus compte de ça, mais au départ les riz de veau, bah, c'était vraiment considéré comme un rebut, comme un sous-produit de la bête et on vend alors que chez nous, le riz de veau est quasiment la pièce, avec le filet de veau, la pièce la plus chère du veau Bon, évidemment. donc, Donc c'est pour vous donner comme ça quelques Guy, anecdotes sur l'évolution de la cuisine dans, en Espagne et dans, de la boucherie. dans ta réponse un peu disparate, j'essaie de trouver une réponse à ma question. Donc, tu veux dire que les tapas seraient arrivés chez nous après que Franco ait ouvert les frontières aux touristes Je dirais espagnols? C'est-à-dire que non, les aux touristes, touristes français, aux touristes voilà, allemands, aux les touristes touristes qui ont été belges. en Espagne seraient revenus avec les tapas. Mais c'est-à-dire que c'est une mode, hein. Alors c'est une mode pourquoi? Parce que quand les gens voient quelque chose, ils ont envie de l'importer chez eux à leur retour, tout simplement. Oui, parce Donc que, ils ont fréquenté des bars à tapas, ils ont fréquenté des endroits où on leur servait 2 petites tranches de jambon sur leur verre de xérès et ils se sont dit: «Mais finalement, c'est agréable cette histoire-là». Donc vous avez des gens qui ont dit: «Beh, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ça chez nous?» et c'est ainsi que des bars à tapas se sont ouverts, parce parce que qu'il y a toujours la demande du client qui est là. faut savoir que, bon, ici, je suis en Grande-Bretagne et les grandes colonies, parce qu'il y a, il y a des grandes colonies de Britanniques aussi, de retraités britanniques qui vont finir leur jour en Espagne. Il y a Estepona qui est à côté de Gibraltar, à 30 minutes, et aussi Benidorm, qui apparemment est aussi Ah une oui, grande, ben ça une je grande connais bien, connue. Benidorm, Bon, oui. Benidorm, c'est aussi très connu chez les Belges. Ben, Ça les doit Belges être... ont quasiment tous un pied à Benidorm, hein. Voilà. Et si c'est pas Torremolinos, selon la chanson du Belge très célèbre. Oui. Mais c'est qu'il y a... Dans un clip duquel vous avez tourné, Marc, faut bien le dire quand Non, non, même. pas celui-là. Pas celui-là. Oui, Oh, si, j'ai joué, j'ai tourné dans pas un dans ce clip clip-là, de ce pas dans ce chanteur-là. clip-là, Non. mais de ce chanteur-là, oui, Oui, hein. j'ai fait du cinéma, messieurs. J'apparais pendant 3 secondes dans un Oui, clip et dans une de position Stella. qui n'est quand même peut-être pas très C'est avantageuse très marrant. physiquement. Celui qui arrive à repérer ça, je lui offre un Oui. verre. Donc, mais ne m'éloignez pas du sujet, monsieur. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a un décalage culturel parce qu'en Espagne, ils sont connus pour manger très tard le soir et rester Oui, bien super sûr. longtemps à table. Donc, on va dîner, parce que En tout cas, très tard, ça ce c'est que les sûr. Français appellent le dîner, ce que nous, les Belges, on appelle le souper, c'est genre à 21h et il reste 3 heures à table. C'est que je crois que Mais autant dire qu'un Espagnol, il est rarement à table avant, on va dire 9 heures, c'est tôt, hein. C'est plutôt 10 heures le soir, hein. voilà. Alors, quand tu penses que les Anglais, eux, ils mangent leur dîner à 5h30, 6h du soir, ça fait au moment du tea time. Et j'ai pu m'en en rendre compte ici. Je vais peut-être terminer par ça. T'as encore des choses à dire? J'écoutais. Parce que, voilà, pendant ce confinement, j'ai une autre activité que je suis en train de développer sur le côté et qui m'a amené à être contacté par un restaurant indien pour une prestation en rapport à ce service-là. Et ce restaurant m'a demandé, bah, t'as pas envie je suis à court d'un livreur, il me manque un livreur, tu veux pas couvrir? Et j'ai fait, ok, bon, mais j'ai jamais fait livreur pour restaurant. C'est bien le seul poste dans le restaurant où j'ai jamais travaillé, c'est livreur. Je me dis, tant qu'à faire, bon, gagner. Il me dit, tu vas gagner des sous, tu parles. C'était pas vraiment bien payé, mais c'est intéressant dans le sens où je me suis rendu compte que pendant le confinement, tous les restaurants de la ville, tous les restaurants indépendants de la ville étaient ouverts. Et ils carburaient à fond les manettes. Et ils travaillaient avec livraison et emporter. Donc les gens pouvaient aller chercher, ou alors les gens se faisaient livrer. Donc c'est comme ça que j'en ai livré comme ça une quinzaine de personnes tous les soirs. Et c'est très intéressant, parce que justement, les livraisons commencent à 6h. À 18h, les gens se font livrer leur repas. Certains demandent même pour 5h30. Un repas complet du dîner. Donc moi, je suis là, pour moi, bon, chez nous, en Belgique, c'est plutôt vers 19h que je prends le repas. Et je sais qu'en Espagne, c'est beaucoup plus tard. Mais bon, pour les Anglais qui sont donc en Espagne, pour eux, ça ressemble plus au souper, c'est-à-dire le repas qu'on prend tard. Et mais tu m'as donné une idée parce que je suis encore en contact avec donc, ce restaurateur, parce que je sais que sur sa carte, il a tous les plats sont en format plat principal ou entrée. Il pourrait éventuellement faire une portion plus petite en version tapas alors. Oh, pourquoi pas? Maintenant, vous parliez tout à l'heure, donc justement, du fait que ça pouvait être pris le soir comme repas, mais très tard. Les tapas peuvent très bien se prendre pendant la journée, à 11 heures du matin, lorsqu'on part au bar prendre apéritif ou à midi, hein. Les tapas ne sont pas réservés qu'au repas du soir. Ah,
Les ok. tapas, c'est toute la journée. Hein. Ok. En tout cas, en Espagne. Hein. Oui. Quand l'établissement est ouvert, évidemment. Hein, mais on peut prendre des tapas aussi bien avec le verre de Xérès à l'apéritif, je dirais, sur une terrasse à 11h30 du matin. Hein. Ce n'est pas réservé que le soir. Ouais. Hein. Et dis-moi, un menu dégustation, en fait, ce serait aussi l'équivalent de tapas, finalement. Dans un restaurant étoilé, Oui, là où on oui, te donne mais une petite on portion. oublie le caractère vraiment spécifique des tapas, qui est la convivialité et qui est je dirais, le côté un peu Chaque portion doit pouvoir être partagée. éventuellement. Avec 2-3 bouchées que 3 personnes peuvent manger Les chacune. tapas, c'est quelque chose qu'on vous met au milieu de la table. Vous êtes à 3 personnes, par exemple. Vous allez commander une tapas à base de petites pommes de terre sautées. Une autre, ça va être des rondelles de chorizo. Une autre, ça va être des olives. Une autre, ça va être, que sais-je, un peu de jambon cru. Une autre, ça va être, je dirais, un plat un petit peu plus en sauce, etc. Et c'est partagé. Tandis que lorsqu'on vous sert un menu dégustation, ben, chacun a son assiette devant son nez. Il mange une petite portion, certes, mais ce ne sont pas des tapas. Oui, effectivement. Okay. Les tapas, c'est Autant vraiment le côté convivial, le côté impromptu, et surtout quand on est chez soi. Hein. Là, c'est vraiment, bon, j'ai quelqu'un qui débarque à l'improviste, je n'ai pas envie de ne lui mettre que des cacahuètes ou des chips. Qu'est-ce que j'ai dans mes placards? Qu'est-ce que je peux faire en quelques minutes qui va me permettre de donner quelque chose de, allez, d'un peu fastueux, d'un petit peu élaboré, tout simplement. Et donc, pendant tout cet été, tu veux nous donner une liste de recettes et toute une Je vais vous donner des suggestions idées, de recettes, des idées de recettes. Y compris des choses que vous aurez prévues à l'avance, c'est-à-dire que vous aurez mis précautionneusement dans votre congélateur et que vous n'avez plus qu'à sortir au dernier moment. Parce que ça, c'est toujours intéressant aussi. Waouh. Bon, mais ça promet. Restez à l'écoute en tout cas si vous voulez en savoir plus. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous abonner à ce podcast et que c'est le premier que vous écoutez, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez ce podcast et vous le suivez comme les plus aguerris de nos auditeurs depuis 5 ans, parce que je rappelle, ça fait comme 5 ans qu'on est là à faire ça, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, hein, finalement. Et alors, le premier épisode, qu'est-ce que ce sera? Ce sera les tapas quand je dis qui ne vous coûtent rien, pas au niveau de l'argent, hein, mais qui ne vous coûtent rien au niveau de l'investissement. Qu'est-ce que vous pouvez avoir dans vos placards qui peut être sorti comme ça? On ne va même pas parler de congélateur la première fois. Vraiment, quelles sont les choses que vous pouvez avoir à disposition et que vous pouvez servir en l'espace de, 10 minutes, un quart d'heure maximum? Donc, je vais vous donner un maximum de choses qui ne sont pas vraiment des choses cuisinées, mais qui sont des choses que vous avez et que vous pouvez améliorer avec un tout petit peu d'imagination. Je crois que tu pourras en faire un podcast indépendant rien que sur ce sujet-là. Tu as l'air vraiment passionné par le sujet. Je ne vais en parler que pendant une soirée. Hein, je ne vais pas en parler Je suis certain que tu pourrais nous faire un menu festif tapas pour Noël. Ah, un menu tapas, oui. Mais je dirais avec des tapas qui ne demandent pas d'effort. Bon, là, on est quand même un peu limité. Il faut prendre ce qu'on trouve dans le commerce presque prêt à l'emploi. Hein. Ouais. Et ça, je vais en discuter. Je vais vous expliquer quelques petites notions et tout ce qu'on peut trouver, à condition d'avoir un peu de choses dans son placard, évidemment. Hein. Il faut un petit peu s'organiser, prévoir. Voilà. Ok. Bon, mais merci beaucoup en tout cas, Guy, pour cette promesse. J'ai hâte de voir ce que ça donne cet été. Et on parlera boisson aussi un petit peu, parce que j'ai envie de parler un petit peu cocktail et choses agréables. Autre chose que de la sangria? Ah ben bien sûr, bien sûr. Ok, cool, super. Ça semble très prometteur. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Si vous aussi vous avez l'eau à la bouche, n'hésitez pas encore. N'oubliez pas de venir nous mettre un petit avis sur iTunes, des étoiles, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, je dis encore avant de partir, donc ça fait 5 ans qu'on est là, un tout grand merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Votre soutien est très important pour nous et c'est grâce à vous qu'on a pu tenir aussi longtemps. Donc humblement, de la part de tout le monde, un grand merci. Et d'ailleurs, comme cadeau d'anniversaire, Guy vous propose de vous appeler. Voilà. Les 5 premiers, voilà, ils peuvent m'appeler. Donc, les 5 premiers qui en feront la demande, voilà. Qui sont abonnés sur Tipeee. 5 ans, les 5 premiers. Donc vous pouvez vous abonner à partir d'€1 par mois. C'est pas la mer à boire non plus. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et nous permettent de financer tous les coûts qu'il y a derrière. Il y a tout expliqué. De financer l'hébergement. Hein. Oui, mais il y a d'autres. Il y a du travail là.
D'ailleurs, Bien on a, sûr, bien sûr. aujourd'hui, jour d'anniversaire, on a fait un live pour un petit peu retracer les 5 ans quoi, de podcasting et comment dire, nous reconnecter avec nos idées originales quand on a lancé ce podcast. La vidéo est disponible sur la page Facebook, tout comme les autres vidéos des lives qu'on a fait durant le confinement. Plein de choses intéressantes à écouter. C'est-à-dire, c'est quasiment des épisodes de podcast qu'on a fait comme ça à la volée tous les jours. Qui est intéressant d'aller écouter pour ceux qui sont des grands fans de ce que Guy raconte. Et puis, si vous voulez aller vous abonner à Tipeee, c'est sur la page parlescuisine.com. Vous avez le lien tout en haut. Soutenez le podcast via Tipeee. Sinon, vous allez sur tipeee.com et vous recherchez Parler Cuisine Podcast. Si vous cherchez les créateurs dans la rubrique podcast, la rubrique cuisine, on est là aussi. Vous pouvez pas le manquer. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va laisser les gens là. Voilà. Je vous souhaite bon appétit si vous passez à table et à la prochaine fois alors. Au revoir. À bientôt.